Jolies âmes, je suis Fabienne, passeuse de messages pour l'âme, eh bien, énergéticienne quantique. J'accompagne également les personnes en parcours de flammes jumelles et énergéticienne quantique, j'ai tout dit, coach intuitive, et je vous accompagne aussi vers votre souveraineté. Alors, merci. Aujourd'hui, en fait, mon invité est Aura Rose. Elle est auteure. Elle est souvent sollicitée en fait sur des sujets allant de la vraie santé, vitalité, aux questions existentielles de l'humain, en passant par l'entrepreneuriat visionnaire, le divin et l'énergétique. C'est après un doctorat en histoire sur les droits collectifs des Indiens d'Amérique à l'université de Columbia qu'elle s'est dédiée en fait. Attendez, parce que je ne sais même plus me lire, qu'elle s'est dédiée à bâtir des ponts entre la théorie et la pratique de la liberté personnelle. Alors, mon invitée, eh bien, elle est française, elle habite au Colorado, donc c'est en direct du Colorado que Laura, en fait, Aura, en fait, va vous parler. Je vais juste lui demander, en fait, de cliquer en dessous. Tu vois, il y a une petite caméra avec un plus dessus. Tu cliques dessus et et voilà, c'est parfait. Et je t'introduis, j'accepte et voilà que tu es là. Bonjour Aura. Tu arrives, hein, je sais que tu arrives, je ne m'inquiète pas du tout parce que je sais que tu es là. Normalement, tu vas arriver d'une minute à l'autre. Et si c'est pas le cas, on va recommencer alors le, le travail. Est-ce que c'est OK pour toi? Normalement, toi, tu dois rien faire. Tu dois juste, voilà, tu dois juste arriver. Bonjour Aura. Et tu viens de loin. Enfin, je pense que Sydney venait encore de plus loin. Mais bon, les connexions, parfois, c'est pas toujours topissime. Alors, oui, je t'entends, mais je ne te vois pas. Oui, je t'entends, mais je ne te vois pas. Attends, je vais réessayer d'accepter. Est-ce que tu as... Alors. Ça y est, une fois, deux fois, trois fois. Et... Ah non, là j'ai quelqu'un qui n'est pas normalement, qui ne fait pas partie de l'invitation. Est-ce que c'est... Je ne sais pas qui est venu nous rejoindre, mais est-ce que tu peux raccrocher je ne sais pas qui j'ai accepté en plus là. Dominique, Alors, est-ce que tu peux raccrocher? Sinon, je vais devoir en fait couper la vidéo et recommencer. Enfin, en tous les cas, bonjour, Aura. salut Fabienne, salut tout le monde. C'est un plaisir d'être ici, de te retrouver pour une nouvelle conversation. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Et moi, ah ben voilà, c'est parfait. Voilà, nous ne sommes plus que deux. Enfin, deux et les personnes qui vont venir nous rejoindre. À qui je remercie déjà de leur présence et puis tous ceux qui vont venir par la suite venir écouter ou visionner en fait l'interview. Je demande souvent aussi pour mettre un peu une belle énergie, mais de mettre des cœurs, voilà, de nous envoyer des cœurs. Enfin, on a vraiment besoin. J'en ai déjà vu passer. Je vois déjà Olivier qui est présent et pour les personnes en fait qui nous regardent en replay, je demanderai en fait de mettre un hashtag replay. Voilà. Et donc maintenant, Aura, bienvenue à toi. merci. Comment vas-tu du fin fond du Colorado? Ça va très bien. On a des gros orages en ce moment, c'est assez impressionnant. Mais ça va bien avec la saison du lion, ça rugit. C'est parfait. C'est parfait. Oui. Alors, moi, je me suis contentée, bien sûr, de lire en fait ta bio. Pourrais-tu en fait me dire qui tu es, vraiment qui tu es là, vraiment.
qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? Voilà, ça c'est les trois premières questions. Alors, vas-y, dis-nous tout. Si je savais qui j'étais, ce serait Oui, génial. et d'où tu viens, voilà. Mais Une partie du moins, on sait, mais euh, ah bien, Aura Rose, c'est un nom de plume, c'est aussi un nom spirituel, donc c'est un nom que j'ai adopté en 2021 et qui me convient beaucoup mieux que mon nom de naissance, qui est pourtant pas mal en fait. Mais il y a eu une transformation assez importante en fait ces dernières années en fait dans les mondes intérieurs de mon côté mhm. et en suivant ce qu'on appelle un burn-out. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment c'est ce qu'on appelle en fait la nuit obscure de l'âme en fait. Oui, la mémoire de l'âme, oui. Donc il y a Saint John qui a écrit un livre là-dessus dans la tradition chrétienne, mais il y a pas mal en fait c'est très très connu dans les processus chamaniques, enfin comme tu sais déjà. Et c'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui est venu, donc bon, j'ai pris ça comme j'ai pu, quoi. Euh, et c'est magnifique quand on laisse arriver ces transformations-là. Donc voilà, donc je suis passée du milieu académique en fait où j'étais doctorante à Columbia, j'ai fini ma thèse sur les droits des peuples autochtones aux États-Unis. Et ensuite, le lendemain du jour où j'ai soumis la thèse dans le système électronique, euh, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté les recherches académiques et je me suis juste, en gros, pris des vacances. Euh, et puis j'ai exploré plein plein de trucs différents. Donc voilà, ça a commencé une longue période de 5 ans maintenant qui est passée des explorations par rapport à comment les gens réfléchissent dans le monde de la mode, comment les gens réfléchissent dans le monde des télécommunications, comment les gens réfléchissent dans le monde. Ma formation, c'était avec les avocats en fait. Donc j'avais interviewé des avocats pour la thèse qui étaient spécialisés dans le droit indien. Donc c'était de l'histoire du droit, quoi. Donc moi Mhm. j'aime bien, ce que j'aime bien faire, c'est comprendre comment une industrie, comment un domaine est structuré, quelles sont les questions en fait qui régissent les réflexions et le travail dans les gens dans le domaine dans lequel ils travaillent. Puis j'aime bien faire des ponts entre les différentes choses. Donc ça, c'est une partie très importante de qui je suis. Et la souveraineté tribale, c'est-à-dire la capacité des peuples autochtones en tant que nation indépendante à choisir en fait la façon dont ils veulent fonctionner au niveau économique, au niveau social, au niveau spirituel, à tous les niveaux. Euh, euh, Disons que c'est assez naturel en fait pour moi de poser la question au niveau personnel, c'est-à-dire quand on regarde en fait ce qui se passe sur nos plans, qu'est-ce qui se passe dans notre vie financière, économique, d'accord? Comment on a structuré la façon dont on gagne notre vie, la façon dont on dépense notre argent, et puis ensuite on regarde les émotions. Donc qu'est-ce qui nous fait tiquer en fait, ou qu'est-ce qui nous énerve dans les relations, qu'est-ce qui nous donne de la joie, etc. Et on peut faire des cartes en fait, on peut faire des cartographies des différents domaines de notre vie comme ça. Et la souveraineté, c'est génial parce qu'en fait, on peut récupérer pas mal de contrôle en fait sur la façon dont est structurée notre vie. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait de se dire, ok, bon, mon travail ne me convient plus, vers quoi je vais, et à travers l'exercice de la souveraineté, parce qu'on a une idée générale, mais en fait, on peut vraiment zoomer sur les composantes en fait de cette souveraineté et aller de plus en plus finement dans les détails de cette pratique pour que ce soit pas juste une théorie. Et alors, on commence à créer notre vie vraiment, on la tisse, quoi. C'est vraiment point par point. Et ça devient vraiment fascinant. C'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande beaucoup de présence d'esprit, de présence à ce qu'on fait. Mais c'est un processus très dynamique. Donc, c'est en gros ce qui mène mes journées et, dans le sens où en fait on cultive la liberté au jour le jour, quoi. Donc voilà. En un mot, je pense que ça décrit pas mal le point central en fait
de qui je suis pour l'instant. Mm. L'instant. À l'instant T. Ok. Et d'où viens-tu? Alors, j'ai grandi en Touraine, au milieu de nulle part, dans un petit village. Il y avait 3000 habitants. Et en dehors du village, en plus, alors au milieu des champs. Enfin bref, j'étais complètement. Enfin, disons, quand j'ai commencé à être adolescente, j'ai trouvé que c'était complètement atterrant parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était plat, etc. Enfin bref. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de déménager, quoi. J'avais envie de déménager dans une ville, j'avais envie de culture, j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie d'échanges internationaux. J'adorais les langues, en fait. J'ai fait une filière littéraire je sais plus comment on appelle ça, spécialité langue, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, bref, c'était anglais, italien, espagnol, latin, enfin bref, tout ce que je pouvais étudier au sein d'un cursus. Et puis bon, ben, de fil en aiguille, en fait, on part dans un lieu où il y a plus de dynamisme, etc. Et puis, en fait, ça nous amène à d'autres opportunités. Et puis, en fait, à travers ma fac, on avait des échanges qui étaient disponibles. Donc, j'ai sauté sur les échanges pour continuer, en fait, les échanges internationaux. Et puis, voilà, j'ai commencé à venir aux États-Unis comme ça, quoi. Jusqu'au jour où, en fait, je suis arrivée au Colorado et puis j'ai dit, mais c'est tellement magnifique. Je peux pas repartir, c'est pas possible. Et je pense qu'en fait, sans le savoir, à l'époque, j'avais trouvé ma maison spirituelle, quoi. J'avais trouvé l'endroit où je me sens ancrée, où je me sens soutenue, où j'ai besoin de rien, en fait, quand je suis ici. Euh, et donc, j'ai essayé de rester. J'ai pas pu rester à Boulder, au Colorado, là où je suis exactement. Je suis partie en Arizona pendant 2 ans. Et puis ensuite, je suis partie à New York pendant 4 ans. Et puis, dès que j'ai pu, je suis revenue ici, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, c'était un endroit très important pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis basée ici, en fait. Et ça Et puis, fait de vivre, quelques années. ça fait 15 ans. Et de vivre à l'étranger, déjà, c'est une aventure et c'est intéressant, mais c'était aussi de vivre en anglais, en fait, qui était important. Je me suis rendu compte que c'était important pour moi de vivre en anglais. Euh, la réalité n'est pas la même, on ne formule pas les idées de la même manière, on ne se concentre pas sur les mêmes choses, les mots ne sont pas les mêmes pour décrire les expériences, donc en fait, on n'a pas du tout la même réalité, quoi. Donc c'est pas juste la culture, en fait, je crois qu'il y a il y a beaucoup plus de choses qui se passent euh, quand on change de pays comme ça. Oui, il y a déjà une question aussi de l'esprit, enfin, voilà, qui pense, enfin, qui jongle avec, en fait, déjà avec les deux langues, mais en même temps, la finesse de la langue. Il n'y a pas que la langue, enfin, il y a aussi ces affinités avec les langues et aussi ben, avec la philosophie aussi locale. Mhm, c'est Ok. sûr. Alors, que fais-tu? Donc, tu as déjà expliqué pas mal de choses, mais tu nous as pas encore parlé, je pense, des livres que tu as écrits. Mhm. Et il y a encore plein de choses que tu nous as pas dit. Alors, j'ai commencé à écrire des livres le lendemain de la déclaration du Covid, en fait. C'était très puissant. J'étais dans le parc national Joshua Tree en Californie et j'ai décidé de revenir de Californie. Je faisais un parcours assez long en voiture, enfin, disons en van, euh, pour voir, parce que je sais qu'en fait, à l'avenir, il faudra que j'ai une base en Californie. Donc, je suis partie sur la route en disant, OK, où est-ce que ça va être, en fait? Donc, un peu à la recherche, en fait, mais vraiment en tâtonnant parce que je ne savais pas du tout, en fait, où j'étais censée atterrir, quoi. Donc, j'ai passé 8 mois sur la route comme ça. Et sur le retour, après avoir trouvé mon futur lieu, sur la route du retour, parce que j'ai quand même, comme j'étais à Los Angeles, en fait, quand ils ont déclaré qu'il y avait une pandémie, je me suis dit, c'est pas une très, très bonne idée d'être dans une ville à 10 millions d'habitants quand on est principalement dans son van. J'avais un travail dans un café français à Los Angeles qui, euh, qui a dû fermer de manière partielle parce qu'il y avait la pandémie. Et je me suis dit, c'est peut-être mieux de partir dans un endroit qui est moins peuplé quand même. Donc j'ai taillé la route. Et je me suis dit, avant de revenir au Colorado, je vais passer 2 mois, 2 semaines dans le désert pour faire en gros une quarantaine, en se disant, si jamais j'ai contracté le virus, que j'arrive pas dans le Colorado où j'avais
mon mari, que j'arrive pas dans le Colorado avec le Covid, quoi. Mhm. Donc voilà, donc j'étais au milieu du désert et j'ai commencé à écrire. Et donc le premier livre s'appelle Le Mage, ça fait partie d'une série. Donc là, j'ai écrit le premier, euh, Les Contes Cosmiques. Et c'est vraiment sur le côté cosmique de la vie, en fait, les choses qu'on ne voit pas et puis qui pourtant régissent pas mal de choses dans notre existence. Donc il y a deux personnages, il y a un alchimiste et il y a un humain qui représentent un peu le grand moi et le petit moi. C'est-à-dire il y a un dialogue en fait entre les grandes aspirations qu'on peut avoir et puis des principes de vie qui sont plus euh, cosmiques ou métaphysiques, je dirais, plus spirituels. Et puis le petit moi qui se demande toujours, oui, mais bon, comment ça marche tout ça? Enfin, je ne sais pas si je peux faire confiance, qui est un peu obsessif, qui est un peu anxieux. Euh, et en fait, il y a quand même une synergie entre les deux. Donc le livre, il explore ça. Et ensuite, il y a eu un deuxième livre qui n'est pas encore publié sur le féminin sacré, où ce sont des messages en fait de différentes saintes et déesses qui sont canalisés. Donc en fait, le livre est passé par moi, encore une fois. Euh, et c'est comme des invocations, c'est-à-dire que d'habitude, en tant qu'humain, on fait des invocations au divin. Et donc en fait, là, Mhm. c'était de dire, en fait, le divin fait aussi des invocations à l'humain parce qu'en fait, nous, en tant que personne, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, a quelque chose à apporter de bien spécifique. Donc, c'est beau de dire, de s'en remettre à la Vierge Marie, par exemple, ou à d'autres figures qui peuvent nous inspirer. Par exemple, Jeanne d'Arc apparaît dans le livre. Euh, mais on a aussi, nous, en fait, en tant qu'individus, vraiment un trésor, des trésors, mais un trésor principal, en fait, à amener. Et donc, en fait, c'était beau de voir qu'en fait, les rôles étaient inversés, que les déesses, en fait, nous demandaient de participer et vraiment nous mettaient en lumière, nous mettent en lumière ou nous invitent, en fait, à, à accepter aussi cette lumière pour que nous, on puisse aussi rayonner et contribuer ce qu'on a apporté avec nous, en fait, au niveau de notre âme. Donc voilà, pour l'instant, c'est les deux livres qui sont écrits, et puis il y en a plein d'autres sur différents sujets, la question de l'expatrié, qu'est-ce que ça veut dire d'être expatrié, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça implique de passer d'un statut d'expatrié à un statut d'immigrant, puisque en fait, je suis en train de faire une demande de citoyenneté. Euh, Peut-être un livre sur le mariage, parce que c'est quand même très sacré et puissant. Euh, Peut-être un livre sur le burn-out. Et si ces projets ne deviennent pas des livres, en fait, ils deviendront autre chose. Enfin, beaucoup à dire sur le burn-out comme chemin spirituel. Euh, donc voilà, donc ça c'est quelques pistes en fait. Les sujets sont assez variés, j'aime bien les choses assez variées. Mhm. Oui, je vois ça. Mm. Il faut dire que c'est vrai que quand on se connaît pas, on se connaît très peu, on s'est Mhm. juste entendu une ou deux fois. Ouais. Et en fait, c'est toi qui m'avais contacté donc pour enfin, un coaching entre guillemets, du moins pour avoir des informations sur les coachings. Hein. Donc, tu avais fait appel à cette heure gratuite. Voilà, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc, c'était trop drôle. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est certainement pas pour rien que tu y es passé par là. Pourquoi t'es-tu intéressée alors à ce moment-là, j'ai un petit peu la réponse, mais aussi aux histoires des droits en fait des Indiens. Bah, en fait, je sais pas exactement d'où c'est sorti. En fait, ça a émergé quand j'étais en fac d'anglais et moi je me disais, ok, je suis en train de me préparer pour devenir prof d'anglais, quoi. En France, donc voilà, j'avais pas franchement autre chose en tête. Et c'est 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans. Je crois qu'on faisait 3 ans de licence et puis euh, après on passait le concours de prof, quoi. Sauf que j'ai eu une prof tous les ans
qui qui était vraiment merveilleuse en histoire américaine. Et puis, elle nous a. Bon, c'était pas la seule, en fait. On a eu 2 ou 3 cours, en fait, qui couvraient euh, l'histoire américaine, mais les questions des minorités, en fait. Et en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'en fait, un semestre, on nous disait les Indiens ont été terrassés par la colonisation, ils ont en gros disparu. Ce qui est la façon dont c'est enseigné aux États-Unis. Donc en fait, on reproduit le modèle d'enseignement de l'histoire américaine en France. Euh, donc on avait ça pendant un semestre. Donc mettons au 19e siècle, en fait, les Indiens ont disparu de la surface de la Terre, quoi. Et puis le semestre suivant, oui, alors dans les années 60, les Indiens ont connu une resurgence, une résurrection. Ils sont revenus sur la scène politique et ils ont revendiqué leur souveraineté. Mais ils sortent d'où ces Indiens en fait? On nous a dit qu'ils avaient tous disparu. Ils sortent d'où? Et du coup, je ne comprenais pas. Donc ça a posé une première question. Et puis en plus, cette question de la souveraineté, c'était vraiment intriguant parce qu'en fait, au sein d'un État-nation, d'avoir un groupe minoritaire qui revendique la souveraineté, c'est complètement contradictoire. Parce que dans le principe de la souveraineté, comme on le voit en histoire internationale, c'est que on a des États-nations et que dans les États-nations, tout le monde est au même régime. D'accord? Donc, d'avoir quelqu'un qui est indépendant dans un État indépendant, ça fait aucun sens en fait au niveau du droit international. Donc, comment on réconcilie les deux? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que c'est possible cette espèce de pluralisme légal, politique? Et comment on protège en fait notre culture? Comment on protège une spiritualité différente dans un État-nation qui veut être homogénéisant? Il veut tout standardiser. Euh, comment ça marche pas? Donc c'est comme ça que ça a commencé en fait. Ok. Et après, c'est drôle, ça a commencé en France et puis tu es parti aux États-Unis et là, effectivement, ouais, tu étais sur les terres, en fait, des Indiens. Oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait on est sur les terres indiennes et en même temps on est là en tant que colons, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a dégagé les nations indiennes pour pouvoir établir la culture américaine telle qu'on la connaît plus ou moins. Donc, en fait, il y a eu un déplacement des populations. Donc, une partie des Indiens résident encore sur les réserves. Et la plupart d'entre eux vivent dans ce qu'on appelle des zones plutôt urbaines. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en ville, mais ça veut dire qu'ils sont pas forcément, ils sont plus sur une réserve. Sur une réserve. Donc c'est très complexe en fait. Donc là, je suis en gros établi en tant que colon sur un territoire indien. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été, il y a eu beaucoup de spoliation, les territoires ont été confisqués, ils ont été volés pour la plupart. Même s'il y a des traités, en fait, quand on regarde les traités de près, c'est pas toujours équitable d'une certaine manière. Enfin, d'abord, c'est pas toujours équitable, et ensuite, c'est pas toujours respecté, comme on le sait, hein. Euh, donc Encore voilà. Donc, aujourd'hui. Encore comment ça? aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les traités sont encore valides aujourd'hui, mais ils sont un peu tus. C'est-à-dire qu'en fait, leur valeur est encore diminuée pour pouvoir maintenir euh, les États-Unis en tant que... c'est un État un peu colon, on va dire. Même si, bien sûr, en fait, les États-Unis ne se présentent pas comme tels. Mhm. On a compris. C'est ce Donc qu'on voilà. on Donc, comprend de... à honorer les terres sur lesquelles on se trouve, parce que ça comporte beaucoup de souffrances, de traumatismes et de vies perdues. Donc, euh, donc voilà. Donc pour pouvoir faire le travail de, de protection, il y a beaucoup de couches qui sont superposées en fait dans ces questions-là. C'est très multidimensionnel.
de manière un peu différente du travail spirituel. C'est plus physique en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été déplacés physiquement, il y a des lois en place, il y a eu des accords qui ont été mis en place, qui ensuite n'ont pas été respectés. Politiquement, il y a toute une structure. Donc il y a toutes ces choses en fait qui sont toujours en mouvement. Et la souveraineté tribale aujourd'hui est encore contestée, c'est-à-dire qu'elle est vivante, elle est dynamique. Donc elle est, les nations indiennes sont toujours en perpétuel. Ça peut être conflit, parfois ça peut être conversation avec le gouvernement ou avec les gouvernements des États indépendants américains pour, essayer de préserver ce qui n'a pas été retiré dans le droit, parce qu'il y a beaucoup de couches au niveau du droit, c'est-à-dire que vous avez des droits par rapport à l'eau, par rapport aux ressources, par rapport à la spiritualité. Enfin, il y a plein de types de droits différents. Donc c'est très très vivant en fait. Donc il y a beaucoup d'activités, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau légal, au niveau, bon, on voit quand les gens font des protestations, etc. Et puis quand on parle avec les gens, on peut aussi voir au niveau émotionnel, c'est difficile. Pareil, la question du traumatisme, la question de la liberté, de la libération. Donc, c'est un monde très vaste en fait. Au départ, quand je me suis posé la question, ok, on va regarder la souveraineté tribale, c'était une question qui était assez purement politico-légale en fait. Je pensais que ça allait se résoudre assez rapidement. Et puis en fait, 15 ans après, je me suis rendu compte que j'avais pas fait la moitié du travail. Enfin, c'est juste, c'est tellement dynamique en fait que, enfin, on n'en aura jamais fini et c'est une bonne chose d'une certaine manière, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas morte, quoi. Elle n'a pas été Oui, il n'est éradiquée. pas enterré. Ok. Oui, et puis ça reste un sujet délicat encore, bien évidemment. Mhm, mhm. Alors, on va venir à ma première question de souveraineté quand même. Que représente pour toi la souveraineté? Mhm. Je pense que ça représente une capacité. C'est une capacité à choisir, en fait. Je vois la liberté comme un état d'être, c'est-à-dire que je pense qu'on est libre malgré les circonstances dans lesquelles on peut se trouver. On peut croire qu'on n'est pas libre, mais notre essence, en fait, est libre. En fait, même si on est en prison, il y a une partie de nous qui peut choisir d'être libre. Donc, on voit par exemple avec Nelson Mandela, par exemple, qui est sorti de prison et qui a réussi à ne pas être en colère contre l'oppresseur, etc., etc. Et je crois que c'est un bon exemple de liberté. Et la souveraineté, pour moi, c'est une capacité. En fait, c'est, comme je disais, en fait, on peut observer ce qui se passe dans notre vie et puis ensuite trouver des containers, on dit en anglais, des conteneurs. Je ne sais pas si ça marche très bien en français ce terme-là, mais ok, si je veux poursuivre ma liberté ou la développer, et si j'ai un rêve ou si j'ai un choix que je fais dans ma vie, quelles sont les structures que je peux trouver pour honorer ce rêve? D'accord? Donc, la souveraineté pour moi, c'est de dire, en fait, je suis souveraine sur mon royaume, parce que ça vient de là aussi, hein, c'est le souverain, donc la souveraineté, sans être dans l'oppression, sans être dans le contrôle des autres, mais dans mon choix, ma capacité à choisir le genre d'expérience que je veux vivre sur Terre, plutôt que de me laisser imposer par l'extérieur, comment je peux mettre en place les choses. Et ça a l'air assez basique, mais en fait, dans la pratique, c'est pas facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de composants en fait là-dessus. Quand on regarde vraiment dans les détails, on peut, avec la cartographie dont je parlais au départ, en fait, évaluer la façon, ok, d'accord, on a un employeur, et comment il nous paye? Est-ce qu'il nous paye assez? Est-ce qu'on est bien traité? Est-ce que nos collègues sont respectueux? Il y a beaucoup d'éléments en fait qui rentrent là-dedans. Donc on peut avoir quelque chose en se disant on a un sentiment vague que au travail c'est pas top. Mais en fait, quand on regarde dans les détails, bah oui, mais en fait,
mes collègues, certains me respectent, d'autres ne me respectent pas. Je ne suis pas assez payée pour ce que je fais. Je travaille trop, donc je m'épuise. Et donc on peut vraiment regarder les différents éléments comme ça, et puis peut-être prioriser certains d'entre eux qui nous semblent plus importants pour nous, et ensuite mettre des structures en place qui nous permettent d'accéder à plus de liberté et de bonheur. Pour moi, ça c'est un peu l'essence de la souveraineté. Mhm. Oui, je ne sais pas si tu vois, en fait, il y a Olivier qui dit oui, madame. C'est la capacité d'exercer son libre arbitre en toute connaissance de cause pour de gérer en fait son conditionnement. Hmm. Oui, Donc, j'adore. J'adore. Et en fait, la question du libre arbitre, c'est complètement lié en fait à ces questions de souveraineté et de liberté, c'est vrai. Parce qu'on on a la capacité de choisir. Et c'est fascinant de voir à quel point on choisit de fermer les portes avec le libre arbitre. Parce qu'on a peur. Souvent, on a peur, on ne se rend pas compte. Et donc, on dit, quelqu'un nous propose quelque chose, on dit non, merci, ça va. Non, 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 non. Et avant même que la sagesse que la personne nous propose, on n'a pas toujours l'impression que c'est de la sagesse, mais profondément, en fait, c'est ce qu'on attire, donc il y a quelque chose à faire. On dit non avant que la chose rentre et puisse être évaluée et ressentie, explorée, etc., etc. Donc la question du libre arbitre est vraiment fascinante, c'est sûr. Mm. merci Olivier. Ouais, Oui, merci. et c'est vrai, comme tu disais, ben, quand il y a quelqu'un qui vient vers nous, ben, on a peur aussi hein, de l'inconnu. Donc, on préfère même être dans ce côté qui nous convient pas, mais qu'on connaît, que faire le pas et d'aller vers quelque chose enfin, dans l'inconnu et faire ce pas, en fait, agrandir notre zone de confort, de notre zone, oui, de confort, plutôt que de sortir de notre zone de confort. On reste bien sûr à l'intérieur. Alors, te sens-tu, toi, souveraine? Je me sens assez souveraine. Je pense que la théorie, c'est bon. J'ai fait le tour de ce que j'avais besoin d'explorer pour avoir un bon cadre en fait qui est solide et qui me permet de continuer à déployer. J'ai des outils qui me conviennent, donc ça c'est bien. Euh, oui, moi je me sens souveraine. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, parfois, le problème, c'est pas d'être souverain, c'est que en fait, ça, comme on dit en anglais, ça pousse les boutons des gens autour, quoi. Parce que plus on développe cette souveraineté et plus on devient libre, euh, et plus on va remarquer en fait un contraste avec la façon dont on fonctionnait avant, les choses qui sont imposées de l'extérieur, les modes de fonctionnement habituels, le status quo, etc. Donc, parfois, ça peut clasher dans les rapports aux autres parce que, en fait, on a trop de liberté. Donc, c'est pas normal. Surtout en France, c'est assez intéressant parce qu'en France, c'est important, on met l'accent sur l'égalité. Tout le monde doit être à égalité. Mais cette souveraineté, ça n'a rien à voir en fait avec essayer de se mettre au-dessus des autres en fait. C'est juste en fait d'honorer notre individualité pour pouvoir être mieux avec les autres. Euh, donc tout le monde ne comprend pas ça, donc ça peut créer des tensions parfois. Donc, quand ça crée des tensions, il y a ce côté en fait de cultiver sa souveraineté et de cultiver les relations et ses rapports aux autres pour qu'en fait on ne soit pas nous-mêmes trop heurtés ou blessés quand ça fait mal aux autres de voir en fait un peu trop de liberté. Il faut comprendre en fait que on est tous dans un processus en fait de développement, donc on a réussi des choses mieux que d'autres et puis les autres ont réussi d'autres choses mieux que nous. Et donc, en fait, des fois, c'est pas toujours agréable, en fait, de se dire, ah, cette personne, elle a de la chance, elle a de la chance. Non, c'est pas forcément qu'elle a de la chance. Parfois, on a de la chance, mais parfois, en fait, la personne a travaillé très dur et on se rend pas compte, en fait, à quel point elles ont travaillé dur pour avoir un certain degré de liberté dans un domaine de leur vie. Donc, l'exercice de la compassion se développe à mesure de tout ce travail-là, en se rappelant, en fait, le vieux moi, c'est-à-dire, ah oui, j'étais en fait dans une liberté limitée par rapport à telle ou telle chose. Il faut que je me rappelle que en fait, ça c'était un état d'être et que parfois c'est ça que je vois chez quelqu'un d'autre en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile en fait pour la personne, c'est qu'en fait elle est encore à ce niveau-là, sur ce point-là. Euh,
Mais sans la compassion, en fait, ça va être difficile de pas être, je dirais, isolé, en fait, dans cette pratique-là. Je ne sais pas si ça fait sens, en fait, ce que je dis. Oui, mais manifestement, tu vois, il y a Olivier qui honorait sa liberté, a un rapport fort avec l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la compassion. Bravo. Donc, tu vois, ça a bien Oui, oui, été, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça a bien été compris en tous les cas. Ok, d'accord. Aur- Aurais-tu, en fait, de quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? Mm. Euh, je pense que le plus important, c'est de savoir qu'en fait, on est libre de toute façon. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de travailler trop dur. Donc, c'est de chercher, de courir après moi-même, enfin bref, d'être toujours un peu dans la course comme ça, après l'idéal. Et je crois que seule chose dont personnellement j'ai besoin, mais il me semble que les gens qui naviguent ce genre de transformation s'accordent à dire que euh, en fait il faut juste faire le tri, quoi. C'est-à-dire il faut se débarrasser, il faut jeter les poubelles en fait. Il faut jeter les poubelles. Voilà. Il faut sortir les poubelles comme une maison en fait. Si on a envie de la décorer, ben déjà il faut qu'elle soit propre, quoi. Puis il faut pas qu'il y ait trop de bazar à l'intérieur. Donc, je pense que c'est de libérer, de lâcher du lest et de juste libérer, continuer à libérer en fait les choses qui émergent à l'intérieur. Mhm. Et de laisser émerger, en fait, c'est ça, je crois, de laisser émerger ce qui veut émerger, mais sans qu'on sache ce qui veut émerger. Ça, c'est un peu terrifiant, quoi, pour moi. Euh, mais bon, je le fais. Ça me fait peur, mais c'est pas grave, on y va. Mais en même temps, on vit tous, comme tu dis, même pas au même rythme, mais en tous les cas, on vit tous en fait cette transformation. Et donc, on ressent, enfin, moi je dis, enfin, quand j'ai les messages, en fait, oui, on m'a dit, en fait, enfin, l'important aujourd'hui, c'est de délester. Enfin, donc, j'aime beaucoup, en fait, la métaphore de la montgolfière. Donc, on est en même temps en train d'ascensionner. Donc, on est en pleine transformation, en pleine ascension. Et cette montgolfière, ben, elle ne demande que pour monter, ben, il faut s'alléger. Donc, vider la nacelle des gros sacs de sable et aussi des petits cailloux qui restent traînés dans les poches, qui font souvent très mal. Et donc, oui, on est en train justement dans cette transformation et cette évolution qu'on est en train de vivre, de nous délester. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, en fait, en consultation, ben, justement, des gros nettoyages Mhm. à faire vivre. Et donc, on est là vraiment, voilà, pour se délester. Et ça se passe aussi sur différents plans. Donc, il y a le côté, enfin, intérieur, hein, donc on se libère de nos blessures, enfin de toutes ces choses qui nous ont maintenus, de nos croyances limitantes, etc. Et en même temps, mais ça se fait aussi dans nos vies. On se libère aussi et on se déleste des personnes qui ne sont pas plus dans la même vibration, dans les mêmes énergies, ou dont enfin, tout le monde ne parle peut-être pas énergie, enfin, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de séparation, de fin de quelque chose pour du renouveau. Et ça se passe aussi dans les couples, donc individuellement et dans les couples aussi. Il y a aussi beaucoup de fin d'eux, comme avec des relations extérieures, avec sa famille ou avec des personnes qui nous sont proches. On change aussi beaucoup, enfin, de travail. Hein, donc, il y a aussi beaucoup de questionnements ben, sur ce sujet. Et c'est comme aussi dans notre intérieur, dans nos maisons, mais on fait aussi beaucoup de nettoyage pour l'instant. Donc, on est vraiment enfin, dans la grande lessive. C'est Mhm. incroyable. Alors, si je te laissais le choix entre un bâton de parole et une baguette magique, que choisirais-tu pour répondre à cette question? Que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et celles qui viendront en fait nous rejoindre plus tard en lien avec la souveraineté? Donc, tu peux choisir bâton de parole, baguette magique ou les deux, c'est comme tu Non, mais je vais choisir la baguette magique, bien sûr. Le veux. bâton de parole. C'est pas trop ma préférence en fait de parler. Je préfère écouter les gens. Euh,
c'est peut-être un peu égoïste, je sais pas. Étant donné que je connais plus ou moins ce que je vais dire la plupart du temps, enfin, sauf si je suis en mode canal, euh, c'est un peu ennuyeux, quoi, parce que je sais déjà, en fait. Donc, je préfère explorer l'inconnu. Donc, si quelqu'un me parle, en fait, il y a toujours quelque chose que je savais pas, il y a toujours quelque chose à apprendre, donc c'est intéressant. Je pense qu'en fait, le plus important, c'est de s'accepter soi-même. Et ben, si j'arrive à utiliser ma baguette magique juste pour en fait hum, juste permettre aux gens qui sont autour de moi de sentir qu'ils peuvent être qui ils sont sans les juger, parce que en fait on est humain, donc c'est pas toujours évident de pas juger les autres. Euh, Puis en fait on réagit, on se rend pas compte, on juge les autres, on se rend pas compte, et puis après coup on se dit ah zut, si je fais un peu attention, en fait je me rends compte que là j'étais dans le jugement. Donc je sais pas, c'est un travail sur l'ego quoi, d'essayer de pas juger l'autre et de juste d'être là en fait pour écouter s'il y a besoin d'être écouté, ou juste d'être là en fait, d'aller faire une balade ou quelque chose comme ça. Et parfois je trouve que ça dans la pratique c'est pas toujours évident. Mais au final je crois qu'on est un peu parfait en fait. Il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, si quelque chose émerge et on a besoin de le lâcher, il faut le lâcher, mais ça c'est un peu difficile pour moi. Je suis un peu perfectionniste et je crois que pendant longtemps j'ai pas compris en fait que on n'a pas besoin de s'exténuer à faire et à s'améliorer et à se perfectionner. Ouais. Mais à être. Et justement, comme tu as une baguette magique et en rapport avec le titre aussi en fait de l'interview, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en fait que franchement, Ouais. Zanakadou et tu ferais quoi? Ouais. Comme tu aimes bien utiliser. Ouais. Ben, moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est voler, en fait. Si je pouvais, oui, si je pouvais voler, en fait, ce que je ferais. Et je sais pas, en fait, de pouvoir voler avec les gens, je trouve que ce serait chouette. Voilà, c'est tout. Et après, je sais pas s'il y a franchement un but pour ça, en fait, mais je sais pas, ça permettrait peut-être de voir les choses d'un autre angle et juste, en fait, d'être dans la beauté du monde. Prendre un peu de recul, j'imagine. Je suis en train de réfléchir à mesure que je te dis ça parce qu'en fait, j'ai pas trop réfléchi aux questions. Je voulais un peu rester quand même dans le spontané. Ouais, je trouve qu'en fait, juste de profiter de la beauté en fait du monde, euh, on oublie peut-être de faire ça un peu trop souvent. On se laisse un peu happer par les nouvelles, par les guerres, par les choses difficiles qui nous entourent. Mhm. Et toujours avec ta baguette magique, aurais-tu un message à faire passer au monde en lien avec la souveraineté? Que vous êtes plus libre que vous ne le croyez. Fume le calumet de la paix, sacré des sioux pour voler. Vous avez bien suivi la conversation. Pour ceux qui rentrent là, ça va peut-être dans Et je vous remercie de tout cœur. Donc, si tu as Oui, j'étais en train de me demander, tiens, en fait, si je devais récapituler, en fait, ce que c'était la souveraineté pour toi, en fait, je me dis, tiens, je sais pas, en fait, comment je le réarticulerais. Je sais qu'on en a parlé, mais je vais juste le réentendre pour toi de manière personnelle, tu vois, pas forcément en tant que coach, mais pour toi par exemple, en tant que femme, tu vois, qu'est-ce que ça représente, en fait, la souveraineté pour toi? ah pour moi, mais c'est effectivement être dans son être-té, donc dans sa complétude. Donc c'est vraiment d'abord être libéré de tous ces anciens schémas, de toutes ces anciennes croyances, de toutes ces anciennes blessures. Donc c'est vraiment ce travail par lequel, enfin avant de le faire avec les autres, et je le fais au fur et à mesure. Et ça vit, comme tu disais tout à l'heure, mais ça vit encore. Donc ça c'est sûr que pour moi, c'est aussi ça, en fait, la souveraineté personnelle, c'est se libérer en tant que femme, puisqu'on a quand même vécu ces 2000 précédentes années
quand même dans des schémas où il y avait une forte présence de la domination du masculin, pas spécialement homme, mais en tous les cas, c'était à dominance, pardon, fort masculin était très présent. Et autant, même chez les femmes, qu'il y a certaines femmes qui ont été dans certains moments au pouvoir, mais donc ce qui incluait bien sûr des guerres, ce qui incluait aussi le pouvoir, la domination. Et en même temps aussi, il y a eu ces éducations, comment dire, judéo-chrétiennes, dans lesquelles en fait j'ai été élevée, où on nous a fait comprendre que la femme, peut-être que ça existe aussi dans d'autres parties du monde ou d'autres religions, mais en tous les cas, moi ayant connu en fait cette comment dire, cette tendance religieuse, c'était plutôt, enfin, où la femme avait juste le droit de faire et pas d'être nécessairement. On lui a donné un rôle, autant qu'à l'homme aussi, on lui a donné un rôle et à la femme également, où, enfin, je me souviens, et pourtant, enfin, je ne date pas de Mathusalem, mais quand je me suis mariée à l'époque, donc ça fait un petit temps quand même que je suis divorcée, mais donc à l'époque, c'était quand même, on te disait, oui, enfin, sois la femme parfaite. Ça veut dire fais bien à manger, enfin, fais bien à manger, sois enfin une bonne mère, fais bien à manger, et en même temps sois parfaite au lit aussi. Enfin voilà, pour pas dire tous les détails, c'est vraiment en fait c'est vraiment ce qu'on nous demandait quoi. Voilà, et on se mariait, enfin voilà, avec même si ça a changé et ça change vraiment beaucoup maintenant, mais on a encore ça dans notre ADN. Même il n'y a pas encore pleinement cette libération. Ça vient tout doucement, hein, au fur et à mesure que les couples, les femmes aussi se libèrent. Mais il faut se dire que nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, enfin mes parents, enfin voilà, vivaient encore avec ces mémoires et ces croyances. Et donc, bien sûr, on a à chaque fois reçu en fait ce bagage et au fur et à mesure, ben, oui, on libère, mais d'abord, avant de se libérer, ben, on pratique en fait. Voilà, on fait comme, voilà, on fait tout comme. Et puis, au fur et à mesure, donc c'est cette grande libération. Donc, pour moi, c'est ça aussi, c'est cette souveraineté. C'est se libérer aussi des anciens schémas, des vieux modes de fonctionnement, sans pour ça tout rejeter. Tout n'est pas, enfin, c'est pas question de, il faut tout jeter parce que c'est ancien. Non, c'est vraiment réfléchir, voilà où j'en suis avec ma souveraineté personnelle en tant que femme. Est-ce que je fonctionne vraiment de façon libérée, vraiment personnelle? Donc je parle pas de liberté, souveraine et aller en fait manifester dans les rues. Donc c'est vraiment personnel. Est-ce que je suis dans tous mes actes au quotidien? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens entière aussi? Autant dans cet équilibre de ce féminin et ce masculin. Et donc voilà. Donc c'est vraiment cet équilibre de féminin et masculin. Donc je suis autant femme et homme. Donc j'ai cette énergie en moi. Je suis père, je suis mère, donc tout ça en moi. Donc pour moi, c'est ça aussi, retrouver, enfin voilà, pleinement sa souveraineté. Donc en tant que femme, euh, personnellement. Après, dans la vie, dans comment dire, en tant que citoyenne. Mais là, petit à petit, je te dirais que je ne suis pas encore pleinement souveraine parce que la structure est telle qu'elle est aujourd'hui et que on n'a pas. Enfin, et donc petit à petit, je fais en fait des gestes qui me semblent aller vers ma souveraineté. En même temps, être libérée, enfin on n'est pas encore tout à fait libéré, et pas du tout, on est encore loin, puisque enfin, il y a encore ce côté économique qui est présent, même au niveau de l'infrastructure et de la façon dont on gère en fait nos vies, on est encore enfin, voilà, dans des obligations de, et donc là, je n'ai pas encore pleinement été, enfin, je peux pas me dire que je suis pleinement souveraine,
Mais franchement, j'essaye déjà individuellement avant de le faire en tant que citoyen. Et donc, je pose des actes en tant que souveraine de plus en plus. Donc, essayer ben, de cultiver mes propres légumes. Euh, voilà. Et puis, gérer aussi des choses qui sont pour moi aussi me libérer enfin de certaines obligations et donc essayer vraiment d'être indépendante et donc souveraine. Donc tant que je peux le faire, en tous les cas, c'est comme ça que j'œuvre personnellement. Mais je Mhm. suis loin, en fait, en tant que citoyenne, d'être souveraine, Mhm. même si je fais des choix. Je fais des choix de ne plus aller, enfin voilà, dans les grandes surfaces parce que ça ne me convient pas. J'ai fait le choix parce que ça ne correspond pas à ma philosophie. Je fais le choix, en tous les cas, en pleine conscience, de ne plus manger de viande, non pas pour différentes raisons, mais bien parce que j'ai compris que il y a des choses qui dysfonctionnent, en tous les cas, avec qui je suis aujourd'hui, et qu'il y a des choses que je ne tolère pas. Donc, c'est aussi comment on traite, en fait, le vivant Mhm. qui me perturbe. Et donc, j'ai fait ce choix, moi, parce que j'ai envie, justement, d'être dans cette complétude et respecter, en fait, mes choix. Donc, j'essaye, en fait, d'être de plus en plus, enfin, je veux dire, dans cette justesse. Mhm. Donc voilà, petit à petit, je fais mon nid. Donc petit à petit, je deviens ce colibri et c'est ce que j'invite vraiment ben, tout le monde à vivre. Et c'est être le colibri souverain. Donc voilà, et semer en fait, voilà, autour de vous euh, des, euh, des poussières d'étoiles de souveraineté. Donc voilà, je souffle. Mhm. Donc voilà, pour moi, ma définition en fait de la souveraineté. Merci. Donc, as-tu encore des choses à dire par rapport à Oui, ça? oui, mais moi je peux rester ici une semaine, hein, il n'y a pas de problème. Mais non, je pense que c'est assez complet pour aujourd'hui. C'est peut-être pas la peine d'étendre à l'infini, même si ça s'étend déjà à l'infini naturellement. Mais ouais, je pense que c'est assez complet. Après, si, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou qui ont envie de. Ah, mais euh, Julien, bravo Fabienne. Tu vois, il y avait des bravos à toi et oui, bravo Fabienne. c'est cool aussi d'avoir les retours, en fait, les commentaires, enfin les commentaires complémentaires, comme Olivier l'a fait, en fait, tout au long. C'est pas forcément des questions à avoir, mais je voyais notre temps ensemble pas comme pas comme une interview, mais comme une conversation vraiment. Donc, Oui, tout à fait. je suis contente si les gens veulent se joindre à la Mais ce que conversation. j'invite aussi à faire, parce que malheureusement, les questions qu'on fait ici sur un composé, par exemple Olivier, ou sur Instagram, ne vont pas rester. Donc, Ah, en live, elles restent pas. Donc, il est intéressant en fait de reposer des questions après ben, sur Instagram pour qu'elles restent, enfin, ou faire des commentaires. Et en même temps, comment dire, si toi aussi tu as ben, des commentaires ou si tu as envie de soumettre quelque chose ou des informations, comme je pose aussi comme question, si tu connais quelqu'un ou si tu voudrais mettre quelqu'un à l'honneur qui pour toi est souverain ou souveraine et que c'est quelqu'un voilà de public, parce que ça pourrait être donc quelqu'un de tes proches mais qui n'est peut-être pas sur les réseaux sociaux, allez pourquoi pas en parler ou si quelque chose en fait te fait penser à la souveraineté de venir le noter en dessous. Alors, il y a Olivier qui continue. Qu'as-tu retenu de l'étude des peuples tribales? alors, ce que j'ai retenu, c'est que euh, ça va être compliqué pour le gouvernement américain, par exemple. Par exemple, hein, c'est pas le seul acteur. Il y a aussi des gens sur le terrain, hein, comme vous et moi, donc des citoyens, il y a les États, enfin, il y a des organisations, etc., euh, ça va être difficile d'honorer toutes les requêtes, en fait, des peuples tribaux, en partie parce que il y a, disons que la structure est pas toujours
faites pour accommoder des modes de fonctionnement différents, mais aussi la volonté n'est pas toujours là. Et il y a aussi un manque de compréhension, en fait. C'est-à-dire que quand on fonctionne différemment au niveau spirituel, ça a quand même des implications sur beaucoup de choses, enfin sur tout, quasiment dans la vie. Et surtout quand ça clash en fait avec des individus, par exemple dans le gouvernement. J'ai personne de spécial en tête, enfin d'individus en tête, mais étant donné que le gouvernement est aussi fait d'individus, on doit prendre ça en compte. Euh, il y a parfois des gens qui sont pas pour qui la spiritualité c'est pas très important en fait. Il y a des agendas politiques, et puis parfois il y a des politiciens pour qui les choses plus profondes de la vie à honorer sont présentes. Donc ça dépend vraiment quoi. Donc il y a ça. Ça c'est, je crois on le dira jamais assez. Euh, et ensuite que la souveraineté tribale est très très diverse. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais en fait, Fabienne, tu vois, de dire ok, je choisis de ne plus aller dans un centre commercial par exemple, enfin dans un supermarché. Euh, Par exemple, on va avoir des individus qui sont très très souverains, qui vont quand même faire leur course au supermarché. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément grand-chose à voir dans la mesure. Alors c'est pas pour dire qu'en fait toi c'est pas pour invalider ton propos, c'est simplement pour dire qu'en fait il n'y a pas de formule générique. Il n'y a pas de Il formule n'y a pas une générique. formule. Voilà, voilà. Et que par exemple, on va prendre du bio pour certains trucs, et puis après on a envie d'un steak, et puis bon, finalement on est au magasin, et puis le steak il a l'air super bon, et on va peut-être pas se dire à ce moment-là principalement, enfin, moi par exemple, moi, ok, bon, ça c'est pas bio, donc je le prends pas. Ça dépend quoi. C'est-à-dire que ça fluctue et il faut pas être trop rigide. Donc, au sein des peuples autochtones, c'est assez intéressant ce qui se passe parce que parfois on voit quelque chose de l'extérieur, on se dit, bah alors là, c'est pas un exercice de la souveraineté en fait, c'est en plein dans le colonialisme. Enfin, c'est les résidus du colonialisme que de dire, ok, d'accord, ils ont bâti un casino, alors il y a certaines facilités et certains avantages à avoir un casino sur une réserve indienne, on va dire, quoique c'est compliqué, mais d'Indiens ont choisi cette route-là. Euh, et ensuite, c'est pas parce que en fait ça participe au capitalisme, et bon, il y a beaucoup de problèmes en fait avec les casinos, hein. Il y a des addictions, il y a des gens qui vont au casino parce qu'ils sont en addiction avec le jeu. Il y a aussi les problèmes d'alcool, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait aussi en fait? C'est-à-dire qu'en fait, les fonds qui sont levés à travers les casinos, par exemple, peuvent servir à donner des bourses aux jeunes sur la réserve pour qu'ils puissent aller poursuivre des études. Encore une fois, ça, c'est pas forcément un exercice de souveraineté parce qu'en fait, on peut être coopté par un système qui ne nous convient pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec des choses qui, de l'extérieur, en fait, paraissent pas être souveraines. Donc, dans les rapports aux autres, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on voit un membre de notre famille ou on voit un ami ou on voit quelqu'un faire quelque chose, de ne pas sauter directement au jugement parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça s'organise, comment ça se place dans la tapisserie un peu plus globale de leur vie et du reste du cosmos, quoi. Encore une fois, je suis pas modèle là-dessus, hein. C'est un travail de tous les jours. Mais pour mettre un peu la souveraineté en contexte par rapport à la pratique et par rapport aux choses qu'on ne comprend pas toujours que c'est souverain et pourtant, en fait, en profondeur, finalement, ça fait beaucoup. Oui. Mm. Mais comme tu disais tout à l'heure, et pour clôturer donc cette discussion, ben effectivement, d'abord, enfin, pour revenir à ce que tu avais dit par rapport à ce que j'avais dit, il y a aussi, donc il y a différentes souverainetés. Donc il y a la souveraineté vraiment individuelle et personnelle. Et puis il y a aussi cette souveraineté en tant que citoyen. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Euh, et donc voilà, il y a vraiment des choses différentes à mettre en avant. Et en fait, cette souveraineté, je pense que c'est d'abord personnel, individuel, comme je disais, notre complétude, parce que je pense qu'on ne pourra jamais
si nous-mêmes, on n'est pas en fait individuellement euh, complet et enfin, dans cette être-té, donc c'est-à-dire aussi qu'on a fait tout ce travail en amont, mais on ne pourra pas être pleinement souverain avec la communauté si on ne l'est pas, je veux dire, pleinement nous-mêmes. Donc ça, c'est mon avis. Et en même temps, il y a cette souveraineté citoyenne qui va, je pense aussi, évoluer et avec des choses que l'on commence déjà à pressentir et qu'on va vivre dans le futur. Donc, il y a Mhm. des choses qui se mettent en place, en fait, Mhm. de façon très douce, mais on sent, en fait, ce mouvement. On est vraiment amené vers, enfin, voilà, cette souveraineté, cette liberté, en fait, aussi individuelle. Et, mais liberté ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre en communauté et qu'on reste tout seul, enfin, sur son île. C'est vraiment tout un chemin. Et je pense que c'est pas un hasard non plus ou pour lequel, en fait, enfin, pourquoi j'ai commencé à faire ces interviews en début d'année, que ce mot souveraineté, enfin, tout d'un coup, il fallait que, enfin, il sorte, il est sorti du chapeau. C'était waouh, ici, je vais parler de souveraineté. Mhm. Et j'étais vraiment partie. C'était quelque chose qui, qui me parlait, comme j'ai eu l'année passée, c'était l'amour inconditionnel, et cette année-ci, c'était la souveraineté. Et j'ai commencé à vouloir faire un atelier aussi, parce que c'était voilà, c'était ma première idée avec une amie. Puis ça s'est pas fait, et puis je dis mais non, c'est pas ça en fait. Et je me suis rendu compte aussi que en voulant accompagner les personnes enfin, vers leur souveraineté, quand j'en parlais déjà, ce mot souveraineté n'était pas compris ou pas du tout interprété. Souveraineté correspondait tout simplement à ben, la reine, la reine ou le roi en portant en fait cette couronne. Et ça ne voulait rien dire. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais Fabienne, avant de mettre des choses enfin, voilà, en place, pourquoi pas interviewer en fait différentes personnes. Et aujourd'hui, je pense que on est déjà à la 19e interview. Et je me rends compte aussi au fil de ces interviews que chaque individu, et en ayant parlé aussi autour de moi, a sa propre définition de la souveraineté, même s'il y a beaucoup de choses enfin, qui se rejoignent. Bien sûr, on parle justement beaucoup de cet amour, de cette complétude. Enfin, ça s'est retrouvé ou ça s'est entendu quand même dans une grande majorité des interviews. Et donc voilà, donc c'est avoir en fait ces définitions pour que tout le monde puisse justement, ne sachant pas ce que c'est la souveraineté, mais puisse trouver un petit peu des ingrédients pour faire sa propre recette de souverain. Et donc voilà, c'est un peu le souhait de cette initiative autour de la souveraineté. Mais c'est très important le travail que tu fais parce qu'en fait, ça met sur la carte qu'on a pour avoir des repères en fait. Si on veut continuer à, à développer notre liberté, même sans savoir ce que la souveraineté est exactement, tu mets quelque chose sur la carte qui donne un outil, un point d'entrée hyper important dans les autres choses qui sont déjà présentes sur le terrain pour les gens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de coaching qui émerge, il y a beaucoup de soutien en fait qui émerge dans cette espèce d'éveil on a tous à différents niveaux sur certains plans. Et la souveraineté en particulier, c'est pas juste, c'est un cadre en fait. C'est pas juste un outil, je dirais, c'est un cadre de référence. Donc, quand on passe d'un mode de fonctionnement à un autre, ça implique beaucoup, beaucoup d'évaluation, ça implique d'être présent à ce qu'on fait, et ça implique il y a beaucoup d'énergie qui change en fait dans notre vie. Ça perturbe un peu, enfin, ça perturbe beaucoup euh, notre monde et puis les gens autour en fait. Donc, quand on n'a pas de point de repère, c'est difficile de comprendre ces trucs-là. Donc, toi, tu donnes un cadre de référence euh, qui est pas trop présent dans
dans le champ, surtout pas dans le champ du développement personnel, puisque c'est un terme de droit international. Donc merci de faire ça parce que c'est hyper important. Le niveau de lumière qui rentre en fait dans le champ à travers ce cadre-là, en fait, il est immense. En plus, tu es en Belgique, alors, tu vois, ça irradie au nord, à l'est, à l'ouest aussi. Bien centré. Et oui, et qui sait, en fait, ben, j'ai peut-être été indienne dans une autre vie, comme disait Olivier. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté cet échange autour de la souveraineté. Merci, voilà, d'avoir été présente et merci aussi ben, à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à Olivier aussi qui nous a beaucoup aidé et dire soutenu en fait lors de cette interview. Et cette interview, ben, elle sera postée en fait sur Instagram. Et demain, elle sera postée sur Facebook et puis en même temps sur YouTube. Et donc voilà, comme toutes les interviews, ben, sont présentes en fait sur YouTube également. Si tu as aussi des références personnelles que tu souhaites mettre donc pour qu'on te retrouve ou qu'on puisse retrouver tes livres aussi, n'hésite pas à venir en fait le taguer en dessous dans les commentaires. Donc voilà, je te remercie. Je te souhaite à toi, parce qu'il y a 8 heures de décalage, je crois, donc tu as encore toute une journée à vivre. Nous, on commence notre soirée. Et donc, je te souhaite vraiment une magnifique journée et plein de belles choses. Et ensemble, ben voilà, rayonnons notre lumière et soufflons des perles ou des paillettes ou des étoiles de souveraineté. Voilà, je pense que le monde en a bien besoin. Je te remercie et Merci à tout le monde. merci beaucoup. Au revoir. Salut. Ciao, ciao.